Les adversaires ont relevé qu'il y avait une communauté de dirigeants entre les deux syndicats et se sont engouffrés dans cette prétendue brèche pour essayer de dire qu'en fait l'Union des syndicats Gilets jaunes et le syndicat Commerce indépendant démocratique, qui est un autre syndicat, seraient en fait un seul et unique syndicat qui tenterait finalement de contourner les règles du Code du travail en s'alliant. Alors que ce sont deux syndicats complètement indépendants, qui n'ont plus les mêmes dirigeants, qui n'ont pas la même lignée syndicale et qui n'ont pas les mêmes actions syndicales. L'autre gros argument, entre guillemets, l'argument le plus important qui est soulevé à l'encontre de l'Union des syndicats Gilets jaunes, c'est de décréter que l'Union des syndicats Gilets jaunes est purement et simplement un mouvement politique et pas un syndicat. Ça fait plus de 2 ans que les syndicats contestataires viennent vous dire que l'Union des syndicats des Gilets jaunes est exclusivement, pardonnez-moi, un mouvement politique et pas un syndicat. Nous sommes efforcés de démontrer, avec une quinzaine de pièces justificatives, que l'Union des syndicats Gilets jaunes a de réelles revendications syndicales, qu'il a une lignée syndicale bien particulière, que ce n'est pas un mouvement politique, mais qu'effectivement il trouve sa source dans un mouvement social qui n'est pas un mouvement politique. Mais c'est pas parce qu'on a les mêmes dirigeants au sein de deux syndicats qu'on a une collusion frauduleuse et une absence d'indépendance. Vous pouvez créer autant de syndicats que vous voulez, avec des lignées syndicales différentes, des revendications syndicales différentes. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps essayer de... Je vous dis, ça fait 4 ans qu'on est attaqué sur ça, que vous êtes attaqué sur ça. On a des pièces justificatives à fournir, nous, pour se défendre, sur lesquelles apparaissent évidemment parfois le nom des adhérents, le nom des dirigeants, etc. Mais c'est surtout le nom des adhérents qu'on protège. C'est-à-dire que nous, les pièces qu'on communique à l'adversaire, elles sont biffées, c'est-à-dire qu'on floute les noms, mais on laisse la possibilité à l'adversaire de se défendre pour décompter, par exemple, le nombre de votants, etc., etc. Par contre, il y a une confidentialité. La Cour de cassation admet, pour ce type de contentieux, qu'on puisse, nous, pour protéger les adhérents à une section syndicale ou un syndicat, qu'on puisse flouter leur nom. Là, vous avez raison sur le caractère procédurier des actions de ces syndicats-là, c'est sur le nombre d'affaires qu'on a pu avoir depuis la création de l'Union des syndicats Gilets jaunes et la puissance de frappe qu'ont ces syndicats. À chaque fois que vous avez une désignation d'un représentant de section syndicale, mais systématiquement, vous avez non seulement l'entreprise qui va contester, mais d'autres syndicats qui vont se greffer, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas demander de renvoi aux audiences, qui essayent de passer en force pour qu'on puisse pas se défendre, sachant que sur ce type de contentieux-là, le tribunal convoque au maximum 3 jours avant la date d'audience. Vous avez des dossiers, vous avez des cinquantaines de pièces, et ça signifie que moi, je dois être disponible pendant 48 heures, que je n'ai pas d'audience, pour traiter exclusivement le dossier des syndicats Gilets jaunes en priant pour que la partie adverse ne vienne pas s'opposer au renvoi. Ce que font ces syndicats-là, c'est qu'ils passent en force, ils s'opposent à toute demande de renvoi, ils agissent de manière simultanée et concomitante, donc des actions groupées, avec 2 dossiers différents, avec pas beaucoup de temps pour se défendre, et qui font des actions de groupe simultanées et qui se passent même les pièces justificatives entre elles. Vous avez la masse et vous avez une alliance qui fait qu'ils se passent les pièces entre eux, ce qu'on fait rarement, nous, entre syndicats. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit. C'est-à-dire que le principe de base, c'est pour un avocat qui défend l'entreprise ou un autre syndicat, c'est il faut absolument coûte que coûte par tout moyen qu'on arrive à les écarter. Donc on va aller trifouiller dans leur site internet, on va aller trifouiller dans leurs actions pour essayer de les coincer sur les réseaux sociaux coûte que coûte, quoi. Il y a un acharnement de par, je vous dis, la nature des arguments qui sont invoqués, la récurrence, la masse, qu'on a rarement vu ailleurs. Et surtout, il y a des alliances. C'est-à-dire que là, ils sont toutes les entreprises et tous les syndicats. Là, vous voyez que c'est une alliance de syndicats, mais vous voyez dans les autres contentieux qu'il y a des alliances d'entreprises, de grosses boîtes, qui forment un conglomérat pour essayer de coincer neutraliser les gilets jaunes, quoi. Et ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que ça dure. Le but du jeu, on l'a bien compris, c'est d'exclure l'Union des syndicats Gilets jaunes des élections professionnelles en essayant de démontrer que c'est pas un syndicat. Et de fait, c'est pas un syndicat, c'est une union de syndicats. Vous avez une union qui allie plusieurs syndicats relevant de branches professionnelles différentes. C'est très classique, et on dirait, quand on passe en audience, on dirait qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque les adversaires font exprès de confondre la notion d'union de syndicats et de syndicat pour pouvoir en tirer profit. La qualité juridique de l'Union des syndicats Gilets jaunes, c'est comme ce que vous dites, c'est le même principe qu'une fédération, c'est une alliance.
On en est aux années de démarrage, et le démarrage a été extrêmement compliqué pour l'Union des syndicats Gilets jaunes, parce qu'il faut bien se rendre compte, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important à bien l'intégrer, c'est que l'Union des syndicats Gilets jaunes a dû faire face à un contentieux, mais de masse, sur 4 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils payent des avocats pour se défendre, que les dirigeants passent un temps infini pour réunir les pièces justificatives, et il y en a en masse sur chaque dossier, dans un temps record, malgré les obligations syndicales que les dirigeants ont, puisque les années d'élection professionnelle, il faut se rendre aux réunions et il faut en plus aller gérer une 50aine de dossiers en même temps. Donc effectivement, les adversaires le savent. Donc ils le savent aussi à double escient, c'est-à-dire qu'ils savent aussi qu'au niveau de la comptabilité, sans rentrer dans le détail, évidemment, vous n'avez pas encore les ressources d'une grosse pointure. Les cotisations, elles sont pas aussi élevées. Et malgré ces obstacles, les cotisations sont parfaitement à un niveau parfaitement satisfaisant pour permettre à l'Union des syndicats Gilets jaunes de fonctionner. On le voit de par leur action. Et malgré ces obstacles, ils y arrivent. Mais par contre, les adversaires savent très précisément où attaquer, c'est-à-dire sur les éléments comptables, en faisant croire que on n'a pas la comptabilité qu'il faut, on n'a pas le montant de cotisation assez élevé pour pouvoir fonctionner. Par exemple, la CGT n'a pas à revenir sur son histoire, qui est quand même très vieille, pour savoir quand est-ce qu'elle a été créée, est-ce que c'était vraiment une union, pas une union, est-ce que tout ça, ils n'ont pas à le faire. Nous, on est constamment obligés de remonter, mais dans le temps, alors que vous avez des récépissés de mairie qui enregistrent votre syndicat et qu'on ne devrait pas avoir à remonter dans le temps comme ça. Pour moi, c'est évident, en fait, au fur et à mesure que j'ai eu à traiter ces dossiers, de par l'aspect psychologique, si vous voulez, des adversaires, quand vous voyez un avocat qui essaye de passer en force au mépris du contradictoire, vous dites qu'il y a un problème parce que c'est quand même rarissime. Ça arrive, mais c'est quand même rarissime. La récurrence et le degré d'atteinte au principe du contradictoire est quand même rarissime. Donc, à travers ces actions, il est évident que les entreprises ont peur. Si vous voulez, l'Union des syndicats Gilets jaunes, c'est l'empêcheur de tourner en rond en réalité. Les revendications s'exercent là où les autres ne font rien. Et ils pointent du doigt des sujets qui ne sont pas traités par les autres syndicats, qui sont finalement, sans faire de la diffamation, mais qui sont très complaisants à l'égard des entreprises, qui ont leurs petites alliances et qui ferment les yeux sur des points extrêmement importants qui servent les intérêts des travailleurs, ce que ne fait pas l'Union des syndicats Gilets jaunes. C'est-à-dire que l'Union des syndicats Gilets jaunes est complètement indépendante, à l'instar de l'autre syndicat qui est le CID, également, ils ont le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que ce sont des syndicats qui effectivement agissent en leur âme et conscience et sans complaisance envers l'entreprise. Et ça, effectivement, comme il ne peut pas y avoir d'alliance avec l'entreprise, et comme les Gilets jaunes font peur, parce qu'effectivement c'est un mouvement qui a porté et qui va peut-être se régénérer sous une autre forme, très certainement, c'est ce qu'on est en train de voir, vous voyez, à travers les confédérations paysannes, etc. Mais il y aura un regain, ça c'est sûr, tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que vous voyez que les adversaires attaquent de manière de plus en plus forte. Vous le voyez en matière de contentieux électoral, mais vous le voyez aussi à travers les manifestations exercées par les Gilets jaunes, où vous voyez qu'il y a des dispositions législatives spéciales qui sont prises à la suite des manifestations des Gilets jaunes. On adapte le droit, on essaye de passer en force sur des contentieux en matière électorale. Donc effectivement, pour moi, il y a un véritable mobile. Je ne le dis pas sans preuve, je le dis de par l'attitude qu'ont vos adversaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où il y a un répit, il n'y a pas une année où vous dites je vais pouvoir désigner un responsable de section syndicale de manière tranquille. C'est du rarement vu quand même par rapport aux autres organisations syndicales. En tout cas, moi, c'est la première fois qu'on voit un tel acharnement judiciaire. En fait, c'est le pas de vague. Il faut qu'on reste dans le système initial. On a nos petits syndicats maison côté entreprise qu'on peut acheter. En contrepartie, les autres syndicats ferment les yeux sur des points importants. Les points importants, c'est la défense des salariés, que ce soit en matière de représentativité, de droits sociaux, etc. Et ça, effectivement, il y a une volonté de bâillonner. Il y a une peur, si vous voulez. Une peur politique, mais une peur aussi au sein des entreprises de l'Union des syndicats Gilets jaunes et du mouvement des Gilets jaunes.
Encore une fois, vous verrez que dans les années à venir, c'est un mouvement qui va être encore plus puissant sous une autre forme, et ça, c'est inéluctable. Et tout le monde le sait que c'est inéluctable, parce que sinon vous n'auriez pas cet acharnement-là. Hein. Parce que si vous étiez déjà à terre, plus personne ne parlerait de vous, vous n'auriez pas ce genre de contentieux-là. S'il y a une peur, c'est que le mouvement traduit une position légitime et traduit effectivement une demande qui n'est pas défendue et qui essaye d'être passée sous silence et d'être, vous voyez, enterrée de manière très complaisante par les grosses entreprises et encore les syndicats. La complicité des médias, effectivement, et puis cette espèce de dédain qui s'instaure spécifiquement, alors je sors de mon rôle d'avocate, mais tant pis, mais qui s'instaure dans ce petit milieu parisien, si vous voulez, qui a quand même un regard dédaigneux sur un syndicat qui, en toute transparence, essaye de lutter contre effectivement des irrégularités au niveau du droit du travail qui sont prégnantes. Hein. Voilà, il y a une volonté de provocation, et si vous voulez, c'est l'avocat qui arrive au bout de l'argument sans preuve. C'est-à-dire qu'il n'a pas de preuve, donc il plaque une attaque personnelle. C'est un aveu de faiblesse. Quand on en arrive à l'insulte ou à la diffamation, voilà, on est dans une position de faiblesse. Parce que quand vous êtes en position de force et que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de ça. Effectivement, j'ai eu un cas où on voyait des adhérents d'autres syndicats participer au débat et essayer de faire en sorte que le responsable de section syndicale, le gilet jaune, soit évincé. On était 2 syndicats avec une collusion frauduleuse qui ont été attaqués, ils se sont défendus tout seuls. C'est-à-dire que voilà, on était tout seuls. Et c'est vrai qu'on est rarement soutenu. Hein. On est rarement soutenu. C'est même, pour vous dire la vérité, ce n'est jamais arrivé. On n'a jamais été soutenu par un autre syndicat intervenant volontaire, ou peut-être une fois sur la trentaine de dossiers, quoi. Donc c'est rarissime. Et sous réserve que ce syndicat-là y ait un intérêt aussi. Donc c'est vrai que dans le lot, on est tout seul. Sur certains arguments, il y a de bonnes chances que les adversaires n'obtiennent pas gain de cause. Après, sur d'autres, et je ne vais pas dévoiler la nature des arguments ici, effectivement, il y a une marge d'appréciation de la part du tribunal qui fait que on est toujours un petit peu, vous voyez, entre les deux, il y a une balance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un argument dans le dossier qui vient me faire croire que tout est perdu, par exemple. Hein. Il n'y a pas un argument de procédure ou quelque chose d'insurmontable, non.